pas lire moins de sécurité globale, plus de sécurité sociale. Il me semble qu'une fois qu'on a dit ça, on a dit déjà pas mal de choses sur les raisons qui nous poussent à être dans la rue aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais pas, puisque après tout c'est moi qui ai le micro, donc je vais prendre la parole. Je pense que la parole doit être la plus courte possible, si c'est possible. Hein, il ne s'agit pas de censurer qui que ce soit, ni d'arracher le micro si le temps de parole est dépassé. Mais je pense qu'il faut quand même rapidement faire circuler la parole. Donc moi je vais prendre très très rapidement la parole pour le nouveau parti anticapitaliste. Très très rapidement. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut que se féliciter de voir toutes ces organisations rassemblées ensemble, coude à coude, pour manifester contre la politique sanitaire, sociale et économique de ce gouvernement. Moi, je ne voudrais pas galvauder ce mot, mais ça fait très 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 longtemps sur Besançon que ce genre de choses ne s'est pas produit. Et ça fait déjà donc 2 fois qu'on se réunit et qu'on se met d'accord sur un texte permettant de manifester tous ensemble et toutes ensemble. Je voudrais simplement émettre un souhait que ça ne s'arrête pas là, parce que la politique du gouvernement va s'aggraver. On va en prendre plein la tronche, et de plus en plus, on le voit bien, loi de sécurité globale, loi sur les retraites, démolition de la fonction publique, et bientôt interdiction de toutes celles et tous ceux qui pourront d'organisations antiracistes. Donc oui, on a intérêt à rester ensemble, on a intérêt à serrer les coudes, et on a intérêt à faire durer le plus longtemps possible cette solidarité, cette fraternité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je présentera. Oui, collègue de Solidaire, je vais parler pour la santé. À l'hôpital, après la première vague en mars-avril, la deuxième cet automne frappe encore. À nouveau, les services sont pleins. Il faut à nouveau pousser les murs pour accueillir les patients Covid et les soigner en essayant de ne pas sacrifier les autres malades. Déjà, les opérations sont annulées. Près de 60-70%. Cette fois, toutes les régions sont touchées. La pénurie de personnel est critique et rend les conditions de travail encore plus difficiles. Épuisées, écœurées du manque de reconnaissance, certaines démissionnent. Les étudiantes infirmières refusent de plus en plus de sacrifier leur formation pour une indemnité dérisoire. Les 40 000 personnels du secteur social et médico-social se voient toujours refuser l'augmentation de salaire de 183 € attribuée à leurs collègues des services hospitaliers. Un scandale. Les atteintes du Covid-19 qui n'ont pas été placées sous assistance respiratoire ne sont pas reconnues en maladie professionnelle, même si elles ont des séquelles sérieuses. Au CHU de Nantes, les cadres eux-mêmes n'acceptent plus de gérer l'absentéisme en l'absence de moyens qualitatifs et quantitatifs suffisants. Ils se mettent en grève, c'est pour dire l'ambiance. Un confinement autoritaire et inefficace. Macron, Castex, Véran prétendent que la deuxième vague a pris une ampleur imprévisible. La réalité est qu'ils n'ont rien voulu prévoir. Pendant 2 mois, ils n'ont pas entendu le personnel hospitalier qui exigeait des recrutements immédiats et pérennes. La seule voix qu'ils aient écoutée est celle du patronat, réclamant que la machine à profit tourne à plein, même au prix de la santé de la population. À nouveau débordés par une épidémie hors de contrôle, ils ont imposé ce nouveau confinement autoritaire, absurde et inefficace que personne ne comprend. Pour ceux qui travaillent, pour la jeunesse qui étudie, la vie doit se résumer au slogan « métro, boulot, dodo », pour nous. Pour ceux à qui on interdit de travailler, c'est la précarité, les indemnisations insuffisantes et le risque de chômage ou de la faillite. Pour les plus âgés, c'est l'isolement. Pour tout le monde, c'est la suppression de libertés fondamentales, l'infantilisation et les sanctions pour les récalcitrants.
Castex laisse tout juste entrevoir à celles et ceux qui sauraient se montrer dociles la récompense d'une permission de quelques jours au moment de Noël. Les propos du Premier ministre, osant affirmer que les soignants et les soignantes ne demandent pas d'augmenter le nombre de lits de réanimation, alors que des avions décollent chaque jour pour transférer, faute de place, des malades d'une région à une autre, font scandale. En attendant l'arrivée d'un traitement ou d'un vaccin, la seule manière d'endiguer l'épidémie serait une stratégie de prévention fondée non sur des mesures autoritaires et inefficaces, mais sur la conviction et l'adhésion du plus grand nombre. Heureusement, les colères se multiplient contre les conséquences sanitaires et sociales de cette crise. Le 7 novembre, à Besançon, nous étions près de 700 personnes hospitalières, salariées de nombreux secteurs, forces politiques, gilets jaunes, ont manifesté contre la politique sanitaire du gouvernement, pour un plan d'urgence dans la santé contre le tournant autoritaire du pouvoir. Le 10 novembre, les enseignantes, malgré les pressions et les contraintes, se sont mobilisées pour imposer des mesures sanitaires fiables, dédoublement des classes, des cantines, pour continuer à accueillir les élèves. C'est en étendant et en généralisant ces mobilisations dans l'unité que l'on pourra éviter de nouvelles catastrophes sanitaires et sociales que ce gouvernement nous prépare. Nos vies valent plus que leurs profits. Le droit au loisir, à la culture doit être maintenu. Pour l'hôpital, un plan formation pour embaucher à la hauteur des besoins dans la santé. Les hospitaliers réclament 100 000 recrutements dans les hôpitaux, 200 000 dans les EHPAD, 100 000 pour l'aide à domicile et à répondre positivement aux revendications du personnel de la santé et du social. Il faudrait aussi 25 000 travailleurs et travailleurs de santé communautaire pour permettre le dépistage, l'isolement et l'accompagnement des personnes contaminées. Moi, je vais intervenir pour les retraités solidaires. Parce que le thème de nos revendications actuellement, c'est de dire que les retraités ne doivent pas payer ni la crise sanitaire, ni la crise sociale. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, le gouvernement diffuse une drôle de musique concernant les retraités. Avant la pandémie, les retraités étaient des privilégiés. Rappelez-vous le député Eric Alauzet qui disait que nous faisions partie de la génération dorée. Mais cette petite musique continue actuellement, en particulier par rapport au chômage des jeunes, comme si nous, on était responsables de la situation des chômeurs. Et après la période de confinement, le gouvernement aurait arrêté les activités du pays, comme on a pu les subir, pour nous protéger, hein, nous les vieux. Alors maintenant, ce serait normal qu'on se sacrifie. Mais il faut savoir que 9 personnes sur 10 mortes pendant le premier confinement ont été des personnes retraitées de plus de 65 ans. Alors merci pour le cadeau. Hein. Alors que, deuxièmement, l'austérité gouvernementale prévoit, comme on vient de l'entendre, 4 milliards d'économies dans la loi de 2021 sur l'hôpital public. Donc qui est-ce qui va en pâtir? Ce seront les retraités qui seront les plus fragiles, qui auront besoin de l'hôpital. Mais troisièmement, sachant que la pauvreté s'étend parmi les retraités. Et là, je vais vous donner un chiffre d'une structure nationale qui fait des études statistiques et qui date de 2018, qui montre que le pouvoir d'achat de la pension moyenne a diminué de 4,7% en 10 ans. Donc, diminution des pensions. Une pension sur 3 est inférieure à 1 000 €. Et devinez qui est concerné dans ce chiffre-là?
surtout les femmes, bien évidemment. On en a vu qui pleuraient là sur la place Pasteur quand on a fait des manifestations il y a quelques années, parce qu'ils n'avaient plus rien comme ressources. Et, autre chiffre, les pensions n'ont pas été revalorisées depuis 2014. En effet, plusieurs millions de retraités ont une pension nette inférieure à celle qu'ils avaient en 2013. Et 2013, c'est juste avant 2014, au moment où il n'y a plus de revalorisation des pensions jusqu'à aujourd'hui. Mais pendant ce temps-là, les dividendes des actionnaires des grandes sociétés n'arrêtent pas d'augmenter. Un chiffre, ils ont augmenté ces dividendes de 60% depuis 2018. C'est en tout 23 milliards d'euros dans la poche de ces gens qui ne font rien. Mais en même temps, on assiste à un véritable racket contre les traités. En effet, le rapport Vachet, qui est sorti au mois de septembre, prévoit une augmentation de la CSG de 10%. La PAC qu'on donne aux malheureux qui sont dans les maisons de retraite, eh bien, pour l'obtenir, il faudrait maintenant qu'on déclare son patrimoine, disent-ils, comme si tous les retraités avaient du patrimoine. Et il est prévu aussi une augmentation de la CASA. Donc c'est pour dire que finalement, c'est dans les poches des retraités que les retraités vont pouvoir vivre leur perte d'autonomie. Merci le gouvernement. Et nos revendications sont les suivantes, il y en a 3. 100 € tout de suite pour toutes les pensions, pour rattraper les retards. Accès de tous à l'hôpital. On l'a dit tout à l'heure, on a vu tout à l'heure la situation dramatique dans les hôpitaux. Et pour la prise en charge de la perte d'autonomie, on veut que cela soit pris à 100% dans la branche maladie de la Sécu. Voilà. J'ai déjà fait. Donc, chers camarades, je vais faire une intervention rapide au nom de l'Union locale CGT. Pour masquer son incurie dans la gestion de cette crise sanitaire, le gouvernement nous culpabilise en proclamant que si le Covid se propage, c'est à cause de nous qui ne respecterions pas les gestes barrières. Mais nous savons et nous dénonçons depuis des années et des années les suppressions de postes et de lits dans les hôpitaux, le manque de personnel et de moyens dans les EHPAD, et on voit le résultat aujourd'hui. Rien n'a été fait depuis le début de la crise, bien au contraire. Matériel, tests, places et personnel en hôpitaux manquent toujours. Les suppressions de lits continuent dans les hôpitaux, avec par exemple 30 lits fermés à Besançon. Et les anciens continuent de mourir dans les EHPAD. C'est cette politique criminelle d'économie faite sur la santé, menée par tous les gouvernements qui se sont succédés, qui est responsable de la situation. Au nom de la guerre sanitaire, le gouvernement impose toujours plus de sacrifices à la population. Cette épidémie a déjà causé la mort de 47 000 personnes en France et la deuxième vague va encore augmenter les chiffres. Au-delà du manque dans les hôpitaux, c'est aussi le manque de véritables protocoles dans les entreprises, comme à Peugeot, à Vesoul, où le nombre de contaminations a augmenté depuis avril, mais la direction refuse de donner les chiffres aux travailleurs. Elle ose même affirmer que les ouvriers sont plus en sécurité à l'usine qu'à l'extérieur. Fidèle à lui-même, Macron gère la crise sanitaire en fonction des intérêts du grand patronat et seulement du plus grand patronat. En imposant la fermeture aux petits commerçants, il montre qu'il est prêt à sacrifier des dizaines de milliers de commerçants sur l'autel des profits des plus gros capitalistes. Les entreprises de la grande distribution ont mis 100 000 salariés au chômage partiel sous prétexte qu'elles doivent fermer certains rayons. Rien que pour Casino, cela fait une économie de 6 millions d'euros. Oui, nous devons considérer cette pandémie comme un réel danger. Nous ne devons pas nous laisser embobiner par les thèses complotistes. Nous devons surtout aussi refuser de nous taire. Dans cette période dramatique pour les familles, pour les personnes âgées, pour les travailleurs et les chômeurs, nous devons être convaincus qu'il nous faudra lutter à la fois contre le Covid et contre ce système qui nous mène à la catastrophe. Le patronat ne nous fera pas de cadeaux, ce seront nos luttes générales, organisées et conscientes, qui le feront reculer et l'empêcher de nuire. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est juste pour rappeler aujourd'hui aussi que c'est les 2 ans des Gilets jaunes. Donc, je vais vous lire ce petit texte.
Voilà. Donc depuis 2 ans, le mouvement des Gilets jaunes a lancé la plus dure confrontation avec le pouvoir, tenu d'une main de fer par Emmanuel Macron. Ce coup de semonce en direction du pouvoir pour réclamer plus de justice sociale, plus de justice fiscale et plus de démocratie directe a fait trembler la Macronie et continue à résonner dans tout le pays. Malgré la répression sans nom qu'ont subie de simples citoyens défendant leurs conditions de vie, la flamme des Gilets jaunes est toujours allumée et continue d'embraser toutes les contestations sociales. Après la réforme des retraites, les grèves dans le secteur de la santé, le confinement, le couvre-feu, les Gilets jaunes sont toujours là, et bien là. Et leur revendication d'un monde meilleur et d'une société plus juste contamine une grande partie de la société et met de nouveau en danger la Macronie et son oligarchie. Devant cette contagion, le gouvernement met en place de plus en plus de mesures et de lois liberticides sous couvert de crise sanitaire, comme la loi sécurité globale, qui est une grave atteinte à notre démocratie et à la liberté de la presse. Alors rassemblons-nous massivement pour refuser cette dictature sanitaire et libérons-nous une bonne fois pour toutes du macronavirus et de son système. Le 7 novembre dernier, nous sommes aux côtés des organisations syndicales, nous sommes aux côtés des associations et des organisations politiques qui ont appelé à cette riposte contre la politique macronienne qui démolit nos services publics et en particulier celui de la santé, celui de l'éducation et cette politique macronienne qui va jeter encore des millions d'entre nous au-dessous du seuil de pauvreté. Des millions d'entre nous qui ne pourront plus savoir comment manger. Mais aujourd'hui, nous voudrions, au nom des Insoumis, intervenir sur ce problème majeur que vient de nous sortir la Macronie, en voulant nous sortir cette loi dite de sécurité totale, globale, et qui est en fait une loi d'insécurité pour nous tous, manifestants. Et cela, nous ne pouvons que le dénoncer, surtout quand cela arrive le même jour que le jour de la mort de Daniel Cordier, l'un des 2 derniers résistants qui a donné, comme tant d'autres, ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Et cela, nous le revendiquons. Et je rappellerai ici quand même ces paroles que nous connaissons tous du pasteur Niemöller qui disait « Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Et aujourd'hui, j'ajouterai, quand ils sont venus chercher, même si ce n'est pas au même niveau, quand ils sont venus chercher les gilets jaunes, je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas gilet jaune. Et, en conclusion, quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Donc, si nous serons toujours là pour protester, ils ne nous feront pas taire. Il y a aujourd'hui beaucoup de raisons de manifester notre colère. Il y a la gestion désastreuse du service public de santé par le gouvernement, avec son refus persistant, obstiné, criminel, de le développer en recrutant des personnels et en créant des lits pérennes. Il y a les conséquences terribles sur le plan social, du lock-out économique sur les petites entreprises, les travailleuses et travailleurs indépendants, les intermittents du spectacle, les étudiants et leur job de survie, chômage, précarité, faillite.
Parallèlement, il y a l'expansion criante de l'exploitation des travailleurs précaires, dont on peut voir ici la traduction par la noria de livreurs à vélo qui s'épuisent jour et nuit pour un revenu misérable. Il y a aussi les atteintes répétées à nos libertés de manifester et de nous exprimer publiquement, notamment à travers le projet de loi Darmanin, dit de sécurité globale, qui veut museler la presse indépendante et empêcher tout contrôle public de ce que fait la police. Il y a encore les attaques contre les moyens mis en place par les associations de protection des femmes victimes de violences et leurs enfants pour leur permettre de trouver rapidement assistance. Ainsi, le 3919, ligne nationale d'écoute et d'accompagnement, assurée par Solidarité Femmes et son réseau d'associations, court le risque d'être privatisé suite à un appel d'offres lancé par l'État qui veut l'ouvrir au financement privé. La liste serait interminable de ce que les unes et les autres nous avons de cause à défendre. Mais aujourd'hui, au nom du collectif Solmiré, Solidarité Migrants Réfugiés, je voudrais parler des victimes invisibles, ou si peu visibles, d'une autre politique criminelle des institutions, les jeunes mineurs étrangers. Ici, c'est l'exécutif du département du Doubs qui est aux commandes. Ce sont des élus et des cadres dirigeants qui décident du devenir d'enfants et d'adolescents venus demander un abri, une prise en charge à la protection de l'enfance. Si certains de ces jeunes trouvent porte ouverte et sont évalués mineurs et donc admis à l'hébergement, d'autres, moins chanceux, sont évalués majeurs sur des critères subjectifs lors d'un entretien avec des travailleurs sociaux. La sentence est sans appel. Rejet à la rue. Sans l'aide des associations et la solidarité citoyenne, ces jeunes de 14, 15, 16 ans sont abandonnés sciemment et livrés à tous les risques, y compris le risque sanitaire. Car pendant qu'on contraint toute une société au confinement et qu'on la soumet par le contrôle policier à se doter de toutes sortes d'autorisations de sortie dérogatoires, que se passe-t-il pour les jeunes renvoyés à la rue? Eh bien, devinez, cherchez le lieu où peuvent se confiner ceux qui n'ont pas de domicile. C'est à la préfecture d'organiser ce service sanitaire-là. Solmiré, qui a eu cette semaine à gérer un cas contact pendant la durée des tests, n'a pas pu savoir où l'orienter de la part du service dit protection des populations. Toutes les institutions se défilent, car en vérité, ce qui compte pour elles, c'est surtout de ne rien faire pour que le destin des indésirables s'améliore. Ne rien faire, à part des discours et des célébrations, bien sûr. Hier, c'était la journée internationale des droits de l'enfant. Solmiré a écrit à Madame Bouquin, présidente du conseil départemental, et à ses adjointes chargées de la protection de l'enfance, pour les informer que, comme le label Département Amis des enfants, remis par l'UNICEF en 2012, était usurpé, de notre point de vue, nous demandions qu'il soit retiré au département du Doubs. Toutes les collectivités publiques sont concernées par ce scandale qui consiste à exclure de jeunes étrangers isolés de l'accès à une vie digne et porteuse d'avenir. Nous voulons aussi redire à Madame Vigneault et à ses adjoints qu'ils ne pourront pas éternellement se taire et rester inertes sur la question de l'accueil des migrants. La ville de Besançon aussi se revendique amie des enfants. Nous ne comprendrions pas que cela ne se traduise pas par des actes un jour qu'il devient urgent d'inscrire à l'agenda. Malgré les masques, malgré les lois liberticides, malgré l'immense machine bureaucratique à détruire les vies, nous ne nous tairons pas
Bon, écoutez, les choses sont claires, il va falloir qu'on parte bientôt, parce que sinon on ne va pas pouvoir rejoindre nos camarades, nos sœurs qui sont place des droits de l'homme à 15h contre la violence faite aux femmes. Donc je propose encore une ou deux maximum interventions, et à l'arrivée, à la préfecture, on redonnera la parole pour celles et ceux qui le souhaitent, de façon à ce qu'on puisse partir en cortège dans les quelques minutes qui suivent. Oui, la réforme de l'assurance chômage qu'a décidé seul le gouvernement Macron va priver de leurs droits des centaines de milliers de demandeurs et de demandeuses d'emploi. C'est pour ça que nous organisons un rassemblement samedi prochain à 14h, place Pasteur. Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de reprendre la parole d'une revendication d'un gilet jaune, Sébastien, à Paris, que j'ai entendu à 13h ce matin, tout à l'heure, sur la place Trocadéro, l'esplanade du Trocadéro, qui disait que c'était inadmissible d'avoir la revendication d'avoir supprimé 5 € d'allocation pour les étudiants, d'allocation logement pour les étudiants qui crèvent la faim, n'est-ce pas? Tandis que certains, tous nos parlementaires, s'octroient 1 250 € d'allocation logement parce qu'ils sont à Paris et que ça coûte cher à Paris. Ouais, non mais on est où là? Où? À bas ce gouvernement! C'était pour parler de la réforme universitaire. Aujourd'hui, il y a une réforme universitaire qui va accélérer la privatisation de l'université. Nous allons prendre 3 ans de prison en cas de blocage. 3 ans de prison pour protestation. Ce gouvernement, après la loi pour la sécurité globale, l'augmentation des violences policières, cautionne une autre forme de violence, la prison pour les étudiants qui protestent. Ce gouvernement veut détruire ce qu'est l'université. L'université, le lieu des partages du savoir. Le lieu où justement la contestation prend forme. Ce gouvernement veut détruire la racine même de la contestation. Nous devons le détruire. Ce pouvoir avant qu'ils nous détruisent. Nous devons nous battre pour continuer à travailler, à savoir pour le savoir. Car c'est le fondement de notre civilisation. Le fondement de notre civilisation, c'est le savoir.
artisans indépendants, entrepreneurs. Donc nous, on a emmené un cercueil aujourd'hui, ça représente la mort de nos entreprises. Mais c'est plus nos entreprises qui sont en train de crever, c'est nous. Hein, parce qu'on n'a aucun chômage partiel. Les entreprises s'endettent au jour le jour. Ouvert, pas ouvert, c'est pas le sujet au jour d'aujourd'hui. Hein, l'État nous a fermés. On réclame qu'ils prennent ces putains de responsabilités parce que là, des suicides, il y en a tous les jours. C'est pas dans la presse, personne n'en parle. Tous les jours, on reçoit des appels de détresse de commerçants qui ne peuvent même plus bouffer. Hein, donc le gars qui a un magasin de godasses, il peut pas bouffer ses semelles. Hein. Donc la situation est tellement grave qu'au jour d'aujourd'hui, on voit de la colère de tout bord, tout mouvement, hein, que ce soit étudiants, les gilets jaunes. Il y a une colère qui monte de partout, il va falloir vraiment s'assembler, s'unir. On l'a fait à Belfort la semaine dernière, on est venu ici, on a tenu à être présent. Il faut arrêter la division, c'est le jeu de l'État. Donc maintenant, il va falloir se prendre tous dans les bras. Il y a un moment donné, il faut être réaliste quand même. C'est important parce que c'est notre avenir, c'est nos libertés. Alors maintenant, il va falloir crier fort, fort, fort parce qu'on ne va pas se laisser faire. Liberté! Liberté! Juste là, vraiment la grande bienvenue avec nous aujourd'hui. Ça fait 2 ans aujourd'hui l'anniversaire des Gilets jaunes et je vous serre tous dans mes bras, les commerçants, les entrepreneurs qui parfois n'ont pas toujours été faciles aussi par rapport à notre mouvement. Mais aujourd'hui, bienvenue, bienvenue et grande solidarité, quoi. Nous on est là pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les commerçants, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron est repas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les commerçants, nous on est là. On est là, on est là. Pour défendre les commerçants, nous on est là. Il y a 40 ans était créée à Besançon l'association Solidarité Femmes Besançon pour venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Bien que des progrès en la matière ont été faits sous l'impulsion du travail militant des salariés et des bénévoles et grâce aux luttes féministes de toutes ces années qui ont fait avancer la législation, il reste encore du chemin à parcourir. L'année dernière, 146 féminicides ont encore été dénombrés. Même si le nombre de féminicides tend à diminuer cette année,
la période de confinement du printemps a provoqué une aggravation des violences conjugales sur tout le territoire. Cette hausse s'est ressentie dans l'augmentation significative des signalements sur les plateformes d'écoute de victimes. Ainsi, les appels au 3919 ont augmenté de 190% sur le premier semestre 2020. Le voisinage et la famille se sont davantage mobilisés et ont contacté les différents supports et les forces de l'ordre pour alerter de situations violentes. Les interventions des forces de l'ordre et de la justice ont été plus fréquentes et plus rapides durant cette période particulière. Elles ont permis de mettre à l'abri des femmes et des enfants en situation de danger ou d'évincer le conjoint violent du domicile avec l'ouverture de nuitées d'hôtel. Mais cela reste des moyens temporaires. Les efforts consentis sur le temps du confinement ont permis d'éviter le pire dans nombre de situations. Il faut maintenant que ces efforts soient pérennisés au niveau de la justice et de l'intervention des forces de l'ordre à domicile. Trop nombreuses sont encore les femmes qui se voient refuser une plainte ou dont la plainte reste sans suite. Ainsi, en 2019, 41% des femmes tuées avaient déjà été victimes de violences et plus de la moitié d'entre elles l'avaient signalé aux forces de l'ordre. Les associations d'aide aux femmes victimes de violences ont vu leur travail compliqué pendant le confinement et les moyens manquent encore. Nous demandons plus de places d'hébergement pour permettre d'accompagner au mieux les femmes et les enfants. Nous demandons plus de moyens pour la formation des écoutants et des écoutantes et des forces de l'ordre dans l'accueil des victimes. La période du confinement de ce printemps nous l'a montré, c'est la vigilance et l'intervention de tout un chacun, voisins, voisines, amis, famille, qui doit se renforcer et qui permettra de faire reculer les féminicides. Mais il faut surtout que derrière chaque signalement, la police et la justice interviennent rapidement et plus efficacement, et que les associations d'aide aux femmes de victimes de violences aient les moyens d'accueillir et d'accompagner toutes les femmes et les enfants qui en ont besoin. Dans notre société, et d'autant plus en période de crise, nos droits humains et principalement ceux des femmes sont bafoués. C'est pour la défense de nos droits que nous sommes debout aujourd'hui et que nous prenons la parole, celle qui est si souvent contrainte au silence. Nous demandons des moyens pour mieux accompagner, mais nous exigeons aussi des mesures urgentes avec pour objectif l'éradication de toutes les formes de violence. Ah bon? Bon, j'enlève mon masque puisqu'il paraît qu'on n'entend rien. Voilà, j'ai baissé le micro, je suis plus petite quand même. Alors moi, je vais vous faire part d'une pétition et vous inviter à signer une pétition. La pétition, c'est FNSF 3919 pétition, voilà, sur change.org. Alors pourquoi? Alors que... Oui, je vais parler plus fort, ok. Alors que les violences faites aux femmes sont inscrites comme grande cause du quinquennat, d'après M. Macron, n'est-ce pas? Pour les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, il y a une urgence. Le 3919, c'est la ligne nationale d'écoute pour les femmes victimes de violences, et cette ligne d'écoute est en danger. Elle est gérée par la Fédération nationale Solidarité Femmes, et ça depuis 1992, histoire de rappeler quand même à ce gouvernement que ce n'est pas lui qui a créé le 3919, mais les associations féministes qui œuvraient sur le terrain à cette époque-là et déjà bien avant. Voilà. Donc depuis 30 ans, ce travail d'écoute et d'accompagnement est accompli par Solidarité Femmes et son réseau. Son réseau, c'est plus de 70 associations en France aujourd'hui. Donc, ce réseau-là recueille la parole d'environ 2000 femmes, 7000 lors du premier confinement, chaque semaine, et plus encore en temps de confinement. Ça, c'est les appels, et elle en a parlé, Eva, reçus au 3919 pendant le premier confinement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le gouvernement veut transformer le soutien financier qu'il versait au 3919 évidemment en un marché public ouvert à la concurrence et notamment celle d'entreprises privées. Voilà, c'est la qualité du 3919 et de l'aide apportée aux femmes victimes de violences qui est en jeu. Donc, pour sauver le 3919, signez la pétition. Voilà. Je vous remercie.
que comme je suis asthmatique, avec un masque, on m'entend pas. Je voudrais dire deux choses où la plupart seront pas d'accord avec moi, mais tant pis, je l'ai dit, parce que depuis tout à l'heure, j'ai envie de les dire. On m'a demandé de pas les dire, mais je les dis quand même. Donc la première chose, c'est que je trouve très émouvant d'être ici la semaine du procès qui gère l'assassinat d'Alexia Fouillot. Voilà, je pense que les violences conjugales, ça peut aller jusque-là. Et moi, je fais un drôle de métier où on parle avec les gens disparus. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de penser à elle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la violence faite aux femmes, c'est important de se mobiliser contre. Mais c'est important, je pense, de se mobiliser aussi contre les violences faites, par exemple, aux jeunes hommes. Parce que dans cette ville, à Besançon, beaucoup de personnes de ce sexe-là ont vécu des violences terribles dans une école que je ne citerai pas, mais que tout le monde connaît. Il suffit de regarder l'Est républicain, ma commune, etc. Et que ces gens-là n'ont pas envie de porter plainte parce que ces gens-là sont très, très, très à gauche, comme je le suis, mais ça, il ne faut pas le dire. Et donc, ils n'ont pas envie que les personnes qui ont abusé de leur naïveté soient poursuivies en justice. Mais je pense que c'est important de se mobiliser contre la violence faite aux humains. Et que je ne sais pas si je suis une femme, je ne sais pas si je suis un homme, en tout cas je sais que je suis un être humain et je me sens solidaire de toutes ces personnes. Voilà. Pardon à mes sœurs féministes, mais j'avais envie de le dire depuis longtemps. Donc la marche mondiale des femmes. Nous aurons des nuits de calme et de tendresse et sans agression. Nous aurons des jours de joie et de richesse et sans oppression. Nous aurons la vie dans nos maisons calmes et les yeux remplis de rêves de vacances pour les femmes. Alors sera l'âge d'or. Nous aurons la joie du vent par la tempête dans nos relations. La balade du soir quand le travail s'arrête sans humiliation. Dans l'infini bleu d'un avenir qui danse, les visages heureux diront que c'est Byzance pour les femmes. Alors sera l'âge d'or. Nous aurons du pain, des roses, des yeux qui brillent et chaque matin dans la clarté fauve de l'aube qui scintille d'un esprit serein, nous chanterons clair des rimes d'espérance en sachant la fin du temps de la violence. Vienne, vienne.